Petit aparté avant de commencer cette vidéo, pendant toute la vidéo, je fais une boulette en parlant des Sherpas alors que je veux dire Sherpas. Donc je suis vraiment désolée, je parle de la communauté des Sherpas qui sont les guides qui aident justement à monter l'Everest. Désolée pour le lapsus, je ne sais pas pourquoi, ça dure toute la vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, maintenant vous savez, bonne vidéo! Sur YouTube, nous sommes dans une surenchère de celui qui fera le plus fort, le plus gros, le plus grand. Il suffit de voir l'un des pionniers en la matière, MrBeast, pour voir que ce contenu plaît. Mais pourquoi ce genre de contenu plaît-il autant? Comment en sommes-nous arrivés là? Et est-ce que finalement, Inoxtag, en gravissant l'Everest, n'a-t-il pas été trop loin? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tia Brown Sugar pour ceux qui débarquent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène dont vous avez certainement entendu parler ces derniers jours, Inoxtag, qui a gravi l'Everest. Matin, vous recevez un YouTuber qui a gravi l'Everest. Oui, le YouTuber dont tout le monde parle en cette rentrée. Bonjour Inoxtag. Bonjour. Ça a été folle à l'intérieur, j'ai pris une balle, vraiment j'ai pris une bastos. Et pourtant je suis quelqu'un de très exigeant. Pourquoi j'en parle sur ma chaîne? Parce que justement, dans cette chaîne, on va parler de tout ce qui me passe par la tête, de tout ce qui me fait réfléchir, et notamment ça a un peu titillé ma curiosité, et je me suis demandé pourquoi on était arrivé à cette surenchère de production YouTube. Inoxtag, c'est un YouTuber qui, au moment où je vous tourne cette vidéo, a plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube. C'est juste incroyable. À la base, il avait commencé avec du gaming. Aujourd'hui, un peu à la mode de MrBeast, il est dans tout ce qui est défi, et c'est notamment parce qu'il fait des défis qu'il s'est lancé ce défi de gravir l'Everest. Ce qui est quand même fou. Ah, tu me les donnes? Sa mère! Je vais lui offrir une montre de luxe. Sympa. Aujourd'hui, c'est la quête mystère. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la quête mystère? Et c'est parti, je vous explique les règles. Alors l'Everest, c'est une montagne de l'Himalaya qui mesure 8849 mètres. Ce n'est pas rien, on est d'accord. Et ce mec s'est donné 1 an pour pouvoir arriver au sommet de cette montagne. Pendant cette vidéo qu'il a nommée Kaizen, on voit justement cette préparation physique qu'il a faite pendant ces 1 an et l'ascension de cette montagne avec toute une équipe, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais aussi de toutes les critiques qu'il a reçues à la sortie de cette vidéo. La vidéo, elle a fait un carton plein. Franchement, je crois en 24 heures, il y avait plus de 15 millions de personnes qui l'avaient vue. C'est un énorme carton. Mais comme toute bonne chose, il y a le revers de la médaille et il y a eu énormément de critiques, mais des critiques sur l'ensemble du projet. Déjà, il y a eu des critiques avant qu'il ne parte, quand il a annoncé qu'il allait gravir l'Everest, avec des critiques plus ou moins virulentes et beaucoup de bêtises humaines, voire des gens qui souhaitaient sa mort. Et là, tu te dis, mais comment tu peux souhaiter la mort de quelqu'un qui veut juste se lancer un défi? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Et des gens qui ne croyaient pas du tout qu'il allait réussir, des gens qui pensaient que c'était uniquement pour le buzz. Voilà, il y a eu énormément de critiques avant. Pendant également, parce que beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'il y arriverait. Et les critiques après ont été notamment concernant le contenu, la façon dont ça avait été filmé, mais aussi finalement ce qu'il en ressortait, le message que ça véhiculait. Beaucoup de critiques également au niveau de l'écologie. Et donc dans cette vidéo, on va essayer d'analyser tout ça et de comprendre pourquoi on est dans cette course effrénée à faire toujours plus gros sur YouTube et pourquoi il y a eu toutes ces critiques. Selon des études en psychologie sociale, les vidéos sensationnelles que l'on voit sur YouTube exploitent le besoin humain de vivre par procuration des événements intenses. Le chercheur Dolph Zillman, j'espère que je prononce bien, a établi une théorie qui s'appelle Excitation Transfer Theory, qui explique que lorsque les spectateurs regardent des contenus qui suscitent une très forte émotion émotionnelle, en fait comme des exploits par exemple, des exploits dangereux ou des défis extrêmes, cette excitation va se prolonger et s'intensifier dans le temps. Excitation transfer theory states that residual excitation from one stimulus will amplify the excitatory response to another stimulus, though the hedonic valence of the stimuli may differ. The excitation transfer process is not limited to a single emotion. Alors, le cerveau ne fait pas la différence
entre la source de l'excitation, c'est-à-dire entre la peur et l'adrénaline, et les autres émotions ressenties. En fait, il va juste amplifier l'expérience globale de visionnage. Et donc, cette excitation résiduelle, même après avoir terminé cette vidéo, va être encore là, puisque je vous ai dit, elle va se prolonger et s'intensifier avec le temps, ce qui fait qu'on va continuer à vouloir regarder le même style de vidéo parce que ça nous fait du bien et que ça nous dope. En fait, les gens sont attirés par ce genre de contenu parce que ça leur permet d'échapper à leur quotidien et à leur train-train qui, des fois, peut être ennuyeux. Le docteur Robert Zayjon, je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée si c'est pas comme ça, a exploré l'effet de l'exposition répétée. En fait, cette théorie de l'exposition répétée révèle que plus un individu est exposé à un stimuli et plus il va tendre à l'apprécier. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec cet effet pour ces vidéos sensationnelles. Ça nous dope parce qu'on ne fait pas la distinction entre la peur et l'adrénaline, mais par contre on sait que ça nous fait du bien. Donc plus on va regarder ce genre de vidéos et plus on aura envie de retourner à ce genre de vidéos. Cette théorie, elle suggère aussi que plus on va regarder des vidéos sensationnelles et plus notre esprit aimera de moins en moins ce qui est moins sensationnel. Et on trouvera ça ennuyeux. Donc on va chercher à toujours surenchérir sur ce qu'on a l'habitude de voir pour avoir ce sentiment de bien-être plus intense et encore plus intense et plus intense à chaque fois. Cette quête perpétuelle de sensations fortes, elle permet en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, d'échapper à son quotidien et les créateurs de contenu l'ont bien compris. Sauf que le truc, c'est que quand vous avez en face des gens qui sont de plus en plus exigeants parce que ce qu'ils attendent, c'est d'avoir de plus en plus de sensations fortes, vous vous retrouvez à produire ce qu'on vous demande. Et évidemment, YouTube a bien compris comment ça fonctionnait. Plus il y a de personnes qui vont regarder une vidéo, plus cette vidéo sera proposée à d'autres personnes et effet boule de neige, ces vidéos sont mieux référencées que d'autres parce que de plus en plus de personnes regardent ces vidéos. Mais jusqu'où est-on prêt à aller pour le buzz? Certains sont prêts à aller très très loin, voire à avoir des comportements déplacés, voire dangereux. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce youtubeur qui s'appelait Logan Paul, qui a été jusqu'à filmer un cadavre pour faire le buzz. Le professeur Jen Twenge, encore une fois, désolé pour le nom, qui est psychologue à l'université d'État de San Diego, a largement étudié l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes, notamment la génération Z, soulignant que les plateformes comme TikTok ou Instagram avaient fait ressortir le besoin d'une validation extrême de ces jeunes. Dans son livre, qui est un best-seller, Hey Jane, elle explique comment l'utilisation fréquente des réseaux sociaux peut amener une spirale d'anxiété, de dépression, où le désir d'approbation pousse ces jeunes à avoir des comportements de plus en plus extrêmes pour attirer l'attention. Le professeur David Linden, j'espère que je dis bien son nom, encore désolé, explique dans son livre The Compass of Pleasure que les likes et les partages sur les réseaux sociaux activent les mêmes circuits cérébraux que ceux qui sont impliqués dans les plaisirs physiques comme la nourriture et le sexe. Et en fait, cette activation peut créer une forme de dépendance, poussant les individus à rechercher toujours plus de récompenses via justement des comportements dangereux ou sensationnels via ces plateformes. Dans le livre Alone Together, on nous explique que la quête du buzz peut amener à des dérives éthiques où les individus ou des entreprises mettent en péril leur intégrité ou leur sécurité pour obtenir des likes et des vues. Et je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, un buzz est un buzz. Et c'est en disant cette phrase qu'on comprend que pour certains, peu importe le buzz, dès qu'il y a le buzz. Maintenant que l'on a compris d'où on est parti à peu près et comment surtout ça fonctionne sur nous, ce besoin de validation et de buzz, on va se recentrer sur le sujet de cette vidéo, l'Everest. Parce que finalement, c'est elle la star de l'histoire. Donc, la première expédition de l'Everest, elle a eu lieu en 1921 par des Britanniques et le but était de cartographier la montagne. Ils arrivent à 7500 mètres, mais les conditions météorologiques sont tellement mauvaises qu'ils décident de rebrousser chemin. Il faudra attendre 1953 pour que les premiers hommes arrivent au sommet de l'Everest.
Alors aujourd'hui, oui, évidemment, nous sommes très loin de cette première expédition en 1921. Aujourd'hui, il y a un véritable business autour de l'ascension de l'Everest et des sociétés se sont spécialisées pour permettre à des personnes en mal de sensations fortes ou d'exploits personnels de gravir cette montagne. Alors oui, même si ça reste un business, on ne peut pas néanmoins nier le fait que ce soit un exploit surhumain. On parle quand même de plus de 8000 mètres, c'est pas rien. Mais malheureusement, comme à chaque fois que l'homme pose son pied quelque part, beaucoup de ceux qui sont montés au sommet l'ont fait soit pour la gloire, soit pour l'amour de la montagne. Il y a plusieurs raisons et voilà. Mais le problème, c'est que en repartant, ils laissent des camps bondés de déchets et là, ça commence à poser problème. Évidemment, avant que l'homme ne décide de s'emparer de l'Everest, c'était un symbole de pureté naturelle. Voilà. Et aujourd'hui, ce symbole est menacé de pollution. Depuis les premières ascensions, donc en 1950, l'afflux croissant de grimpeurs a transformé la montagne en une véritable poubelle à haute altitude. Chaque année, ce sont des tonnes de déchets, dont des tentes, qui sont laissées à l'abandon au niveau des camps. Et où ça devient encore plus glauque, c'est que parmi ces déchets, on retrouve aussi des corps humains. Selon plusieurs estimations, il y aurait plus de 35 tonnes de déchets qui s'accumulent sur les sites, et ce chiffre est en constante augmentation. Alors oui, des efforts de nettoyage sont faits. D'ailleurs, en 2014, quasiment 11 tonnes de déchets ont été retirés. Mais vu l'ampleur de la pollution et vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui montent là-haut, finalement, on a l'impression de tourner en rond. La pollution sur l'Everest est particulièrement problématique en raison des conditions extrêmes. En fait, le froid intense et l'altitude rendent difficile la décomposition naturelle de ces déchets et la logistique pour les descendre est hyper complexe. Et de plus, le changement climatique avec la fonte des glaciers expose des déchets qui étaient là depuis des décennies. L'impact de cette pollution, elle est multiple. Déjà parce qu'elle défigure le site naturel, ça on l'a bien compris, mais aussi parce qu'elle met en danger l'écosystème local. Ce qui est encore plus grave, c'est que les rivières en contrebas qui sont alimentées par les glaciers de l'Himalaya sont de plus en plus contaminées, ce qui affecte les communautés locales qui dépendent justement de ces eaux pour leur survie. Dans la vidéo, on parle aussi des Sherpas. Mais qui sont-ils ? En fait, les Sherpas, c'est le peuple autochtone des régions himalayennes qui joue un rôle crucial dans l'expédition vers l'Everest parce qu'en fait, ce sont les guides et les porteurs. Bien qu'ils soient essentiels à ces expéditions, leur salaire dépend du bon vouloir des gens qui les payent. Donc en gros, un Sherpa expérimenté peut gagner entre 2000 et 5000 dollars par saison, tandis que des porteurs moins expérimentés vont recevoir entre 300 et 600 dollars par saison. Dit comme ça, on aurait tendance à croire qu'ils sont plutôt bien payés par rapport à la population locale, mais en fait, je trouve que c'est pas cher payé vu le risque qu'ils prennent pour emmener ces personnes au sommet de l'Everest. Et en fait, aujourd'hui, monter l'Everest sans Sherpa, c'est quasiment impossible parce que ces hommes sont considérés vraiment comme des experts de la montagne, mais aussi de la météo, et c'est grâce à leur expertise que beaucoup de personnes arrivent là-haut sains et saufs. Maintenant, le cas d'Inox Tag, est-ce que c'était un véritable défi ou une lubie de youtubeur pour juste le buzz? J'ai regardé l'intégralité de la vidéo qui dure plus de 2 heures quand même. Et pour être honnête, j'ai été agréablement surprise déjà, par la qualité du documentaire et ensuite par le message véhiculé. Vraiment, avant de regarder la vidéo, j'avais cette idée préconçue du youtubeur qui est juste là pour faire le buzz. Et en regardant la vidéo, j'ai eu l'impression de voir plutôt un jeune homme qui essayait simplement de se surpasser. J'ai beaucoup aimé les réflexions en fait qu'il a menées tout au long de cette vidéo. L'une des plus importantes à mon sens, c'est cette vidéo de motivation où il nous dit que peu importe l'âge
L'important, c'est de réfléchir à ce que l'on veut véritablement, à qui l'on est vraiment. Il parle beaucoup de mindset, de dépassement de soi, mais aussi d'entraide. Il parle un peu d'écologie. Il parle beaucoup de la communauté des Sherpas, et vraiment, je trouve que, voilà, il balaye un petit peu tous ces domaines de réflexion. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bon sens et de sensibilité dans cette vidéo. Et selon moi, elle ne pousse pas forcément à faire des exploits, mais plutôt à être meilleur que ce qu'on était hier. C'est progresser jour après jour, à son pas, à son rythme, à sa mesure aussi. Voilà, faire les choses petit à petit, progressivement, et se lancer dans des aventures. Voilà, rêver. C'est aussi le but du documentaire, c'est de dire aux gens, voilà, vous aussi vous pouvez rêver. Mes abonnés qui me suivent, vous pouvez faire des choses petit à petit, prenez votre temps, allez découvrir des choses qui vous intéressent pas forcément au premier abord, et mettez-vous en mouvement, quoi. Venez, on part tous à l'aventure. Alors oui, la question de l'écologie n'a pas duré des plombes dans cette vidéo, on va pas se mentir, mais au moins, elle a le mérite d'avoir été évoquée. Et concernant les Sherpas, je ne sais pas combien ils ont été payés, mais tout au long de la vidéo, il prenait en considération ces hommes qui l'accompagnaient, et j'ai trouvé qu'il y avait un véritable respect envers ces personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de critiques concernant le fait qu'il utilise des Sherpas. Alors, je pense qu'il est important de mettre en perspective notre regard, nous, d'occidentaux, parce que beaucoup de personnes ont dit qu'ils participaient à l'esclavage moderne. Les Sherpas, ce sont leur métier, justement, d'être porteurs et d'être guides. Donc, c'est une manne financière dont ils ont besoin pour vivre. Maintenant, est-ce qu'ils sont assez payés ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais il est important aussi de considérer la réalité sociale, politique de ce pays et de ne pas venir en tant qu'occidentaux et en pensant tout connaître et en se disant oui mais en France on ne ferait pas ça parce que la France n'est pas meilleure non plus dans les droits humains et de critiquer quelque chose que l'on ne connaît pas. Et là, encore une fois, je ne sais pas combien ils ont été payés, mais la réalité de cette société, de cette communauté de Sherpas, c'est de vivre de ces expéditions. Donc, quand, sous mine de bonnes intentions, on dit à des Occidentaux ou à d'autres personnes de ne pas y aller et de ne pas utiliser les Sherpas, je veux bien. Mais comment ces gens-là vont vivre s'ils n'ont pas ces revenus? Donc, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à nos analyses et arrêter de jouer les justiciers quand on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Parce que si demain on me dit que ces gens n'ont plus besoin de porter des kilos sur le dos pour vivre, ok, bah dans ce cas-là, de quelle manière ils gagnent leur vie pour nourrir leurs enfants et leurs familles? Parce que ça, c'est une vraie question. Donc, évidemment, tout le monde est contre l'esclavage moderne, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui est fait et la façon dont c'est fait. Encore une fois, peut-être que ces gens-là dans cette vidéo ont été sous-payés et peut-être pas, on n'a pas cette information, mais je pense qu'il faut prendre du recul par rapport aux choses, surtout quand on ne vit pas la situation. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû y aller ou pas? Peut-être, peut-être pas. La question, je trouve qu'elle est complexe parce que la vie, elle n'est pas noire ou blanche. On vit dans une zone grise où où cette vidéo nous pousse simplement à sortir de notre zone de confort. Et moi, j'ai envie de la voir comme ça. Alors, bien sûr, elle n'est pas parfaite. Bien sûr, plus il y a de monde qui ira là-bas et plus il y aura de pollution. Mais aussi, on peut se dire que les gens qui vont là-bas, s'ils se responsabilisaient et s'ils redescendaient leurs déchets, il y aurait déjà moins de déchets et ça permettrait quand même à cette communauté qui a besoin de ces expéditions de vivre. Il peut y avoir aussi une régulation du nombre de personnes qui montent pour ne pas être dans la surenchère de l'exploitation de cette montagne qui est une ressource naturelle et qui, à force, avec trop de personnes, périra, comme on l'a vu maintes et maintes fois, à cause de l'homme. Donc, il y a de vraies questions à se poser concernant l'ascension de l'Everest, mais je pense qu'on ne peut pas, à mon sens en tout cas, pointer du doigt ce jeune homme qui a juste voulu montrer qu'il était capable de faire quelque chose d'incroyable, parce que c'est incroyable. Et comme je le dis encore, c'est pas parfait, mais au moins ça le mérite d'être fait.
Et ça peut peut-être pousser les gens qui ont regardé à se dire « Ok, moi, je vais pas gravir l'Everest, mais peut-être que ce projet que j'avais envie de réaliser, ben, je vais commencer par faire un pas. » Peut-être que ce jeune qui passe ses journées à scroller sur les réseaux sociaux va se dire « Ben tiens, peut-être que ma passion, je peux en faire un métier. » Parce que d'ailleurs, il parle de ça dans la vidéo, il parle de l'effet des réseaux sociaux sur lui et sur la communauté. Et je trouve qu'il a un regard très lucide sur ça. Et moi, je trouve que la vidéo, elle était sympa. Rien n'est parfait dans ce monde, mais quand quelqu'un essaye quelque chose, et quelque chose d'aussi waouh, bah moi j'applaudis. Bien sûr, on peut toujours mieux faire et c'est intéressant de pointer du doigt des choses négatives pour que les prochains essayent de faire mieux. Ça, il n'y a pas de souci. La critique constructive permet de faire mieux, mais la critique pour critiquer, à mon sens, ne mène à rien, à part peut-être soit gonfler son ego en se disant je suis meilleur que l'autre, et ça, vraiment, on ne le sait pas tant que l'autre est assis sur son canapé, juste derrière un ordinateur. Voilà. C'était ma réflexion sur cette vidéo de Kayzan d'Inoxtag. Dites-moi en commentaire si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé. J'ai essayé d'avoir une analyse un petit peu complète sur l'avant, pendant, après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vraiment je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec moi et je serai ok tant que c'est dit avec respect. Hein, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc tant que c'est dit avec respect, il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, merci à vous de prendre le temps de regarder mon travail, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me permet aussi de voir que justement mon travail plaît. Sur ce, je vous remercie et comme on l'a vu, la quête du buzz sur les réseaux sociaux n'est pas sans conséquences. Donc, tous les experts s'accordent à dire qu'il faut trouver en fait un équilibre entre l'innovation dans la création de contenu et le respect des limites éthiques. Encore faut-il que l'on ait une éthique. Voilà, je vais terminer là-dessus. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.